Aujourd'hui, on parle du focus historique de l'Académie Scrimissi et de ses cours de maniement d'armes. On peut débattre longtemps à savoir si la scrimissie, c'est ou non des arts martiaux historiques européens, c'est-à-dire les AMHE ou qu'on entend souvent en anglais HEMA. On a fait d'ailleurs un podcast à ce sujet-là où on présentait nos arguments pour et contre le fait de considérer que la scrimissie est des AMHE. Mais aujourd'hui, mon intention, c'est beaucoup plus de parler c'est quoi les focus historiques que la scrimissie a, donc quel est son intérêt au niveau de l'histoire en termes de maniement des armes. La première partie qu'on s'intéresse beaucoup en Scrim ici, c'est ce qu'on appelle le contexte. C'est-à-dire que tous les arts martiaux historiques qui ont été développés, les systèmes qui peuvent être étudiés en ce moment en MHE, sont chacun issus d'un contexte dans lequel l'initiateur de ce système de combat-là a dû réfléchir à des enjeux ou des besoins de son époque. Nous, on s'intéresse au contexte dans un aspect beaucoup plus large qui va s'appliquer à quasiment toutes les époques à plus ou moins grande envergure, mais ces focus-là sur lesquels on s'intéresse, c'est notamment l'idée que la médecine est moins avancée, puis donc toutes les blessures sont beaucoup moins permissives. Tu sais, déjà aujourd'hui, on n'a pas envie d'être mutilé si on se retrouve dans un accident ou autre, mais la réalité, c'est qu'à l'époque, c'était catastrophique de subir une très bonne coupure. On pouvait mourir d'une infection relativement rapidement pour de quoi qui aujourd'hui est bénin. On peut aussi vivre avec le fait qu'il y a beaucoup moins de chances qu'on réussisse à guérir certaines fractures ou certaines mutilations, ce qui fait que des affrontements qui, encore une fois, pourraient laisser des blessures desquelles aujourd'hui on pourrait guérir puis continuer ensuite notre profession, on ne pourrait pas à l'époque. Donc, une bonne partie de notre intérêt dans comment on développe notre système, qu'on fait notre étude, c'est le contexte historique dans lequel le maniement des armes auxquelles on s'intéresse se déroulerait. C'est pas dans notre vision, par exemple, de vous dire, OK, vous pouvez vous battre, manger un coup dans votre bras comme ça, ensuite, de toute façon, une chirurgie de tel temps, avec tant de temps de réhabilitation, vous allez être correct. On y va dans l'idée que justement, on se fait blesser, ben, on est probablement mort ou du moins gravement endommagé ou handicapé. Et on considère donc que des blessures qui pourraient être pas si graves que ça dans un contexte militaire ou martial moderne pourraient être à l'époque considérées graves et donc faire perdre le duel. Fait qu'une bonne partie de notre étude et de nos enseignements vont se baser sur l'idée qu'on veut toucher sans être touché à retour. Parce que si on est touché, ben, probablement qu'on a perdu, peu importe à quel point on a plus tué l'adversaire devant nous. Un autre élément auquel on s'intéresse, bien entendu, c'est les armes. On étudie principalement en ce ici le maniement de l'épée. De notre maniement et de notre étude et de notre utilisation des épées à une main, qu'on va souvent utiliser une arming sword bien classique, style 12-13e siècle avec garde cruciforme, et l'épée longue, donc aussi souvent appelée l'épée deux mains. Ça reste que des gens après ça qui vont se dévouer un peu plus à la basket hilt écossaise, qui est une épée une main qui sert à couper et est stockée au même titre qu'une arming sword historique du 13e siècle. La différence, c'est qu'elle va avoir un panier plus développé, son maniement va varier, ou bien la rapière, ou bien d'autres types d'armes. Certains peuvent même s'intéresser à la hache, à la lance, etc. Le focus est bien entendu plus sur l'épée de main et l'épée de main. Parmi les traités qu'on a actuellement, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a pas juste un document écrit comme document historique. C'est cela le plus intéressant pour avoir une vision de ce que les gens pensaient à l'époque. Mais la réalité, c'est que la forme de l'arme, comment elle est équilibrée, comment sa garde est construite, ces éléments-là nous donnent quand même beaucoup d'informations sur l'utilisation de ces outils-là. On peut voir notamment qu'au fil du temps, ben, les gardes se sont complexifiées alors que les armures se sont faites plus rares sur les champs de bataille. Pourquoi? Ben justement, on a commencé à avoir des armes qui étaient trop efficaces contre les armures ou qui nécessitaient plus de mobilité d'adresse. On s'est dit, on va faire des armes qui nous protègent mieux, donc qui incorporent mieux la défense. Au même titre que les boucliers ont progressivement disparu à mesure que les armures corporelles se sont complexifiées et que éventuellement certaines armes se sont transformées selon comment la métallurgie et l'utilisation des armes sur le champ de bataille a évolué. Fait que, on peut comparer justement une arming sword et une basket hilt. C'est essentiellement une arme qui est là pour faire du cut and thrust dans une situation relativement similaire, mais la arming sword allait être beaucoup plus utilisée qu'un bouclier à côté parce que justement la main était en danger et que les protections étaient moins bonnes, alors que la basket hilt, on n'a plus besoin de ça. Contrairement à l'épée de main qui était plus une arme de secours. La basket hilt en elle-même, servant sur un champ de bataille qui avait des armes à feu, ben on s'entend que oui, elle était peut-être primordiale rendue en mêlée, mais souvent ça se gérait à coups de fusil aussi, donc on n'allait pas sortir un couteau dans un duel à l'arme à feu. Donc, ces armes-là nous informent sur comment elles étaient prévues. Les épées à deux mains ont des quillons de plus en plus gros. Les side swords eux-mêmes ont commencé à avoir des plus gros quillons, avoir des gardes complexes. Donc, cela nous informe beaucoup sur comment l'arme devait être utilisée défensivement, offensivement, et nous permet donc de tirer des conclusions, puis de développer aussi des techniques qui font beaucoup de sens avec ces outils-là, parce que celles-ci nous valident dans leur utilisation. Est-ce que nos ancêtres y ont pensé? Je suis pas mal sûr que oui, j'ai de la misère à croire que ces techniques-là, s'ils marchent très bien, s'utilisent très bien, n'ont pas été découvertes à l'époque, mais on n'a peut-être juste aucune trace de celle-ci. Euh, mais peut-être aussi qu'on se trompe complètement et qu'il y a de quoi qu'on ne comprend pas sur le champ de bataille qui se serait passé qui fait que ça n'aurait pas été utile. Dans tous les cas,
Les armes nous informent, nous permettent de tirer des conclusions, de faire des essais, puis d'avancer justement des théories, puis de les mettre au défi. Si ça fonctionne, il y a des bonnes chances que nos ancêtres le faisaient vu qu'ils étaient des professionnels. Puis si c'est pas le cas, ben, peut-être qu'on a juste trouvé quelque chose qui aurait eu la chance de développer plus tard si l'utilisation et le contexte l'avaient permis. Un autre élément qu'on considère beaucoup être un focus historique en scrimmicien, en fait, c'est la performance. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, certains arts martiaux vont plus dire: Ah, mon but, c'est de recréer, de garder vivant une tradition, indépendamment de si elle était bonne, si elle était efficace. Mon but, c'est pas nécessairement d'être ne serait-ce bon dans cette tradition-là, c'est juste de la garder vivante pour pas qu'elle se perde. On peut voir ça dans certains arts martiaux traditionnels orientaux, mais on peut le voir aussi dans l'attitude ou dans les objectifs de certains groupes dans MHE. En scrimmicien, nous autres, ce qui nous intéresse, puis qu'on considère qui est un aspect historique quand même important, c'est que justement, beaucoup des gens qui développaient ces systèmes-là le développaient par besoin de protéger leur vie, puis de protéger leur statut, de répondre à des devoirs qui étaient attendus d'eux. Donc, en scrimmicine, nous autres, on se dit, ben, si ma vie en dépendait, si je devais faire carrière, si mon succès, à la limite, si c'était pas ma vie, en dépendait, ben, j'essaierais de créer le système qui est le plus efficace. Donc, en scrimmicine, on s'intéresse justement à la performance. On s'intéresse à dire, OK, comment on peut faire un système qui répond le plus efficacement, le plus rapidement, puis le plus simplement aux besoins, puis qui va nous permettre de nous adapter à toutes les circonstances. Parce que la réalité, c'est que si je veux gagner, j'ai intérêt à avoir le meilleur système possible, ou du moins avoir les meilleures habiletés possibles. Puis pour nous, ben, c'est en créant un système qui développe ça chez nos étudiants qu'on se rapproche de ça. On essaie essentiellement de se mettre non pas dans un état de récréation de ce qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Ce qu'on essaie de se dire, c'est si j'étais à la place de ces gens-là, j'essaierais de créer un système de combat qui permettrait à mes élèves de s'adapter. Donc, je vais forcément confronter des trucs qui vont me surprendre. Puis plutôt que de me retrouver être un débutant face à l'inconnu, je vais développer une maîtrise de principes fondamentaux tellement grande que peu importe le système de mon adversaire, je vais être capable de reconnaître des choses, puis je vais être capable de formuler une réponse. Je vais m'assurer par ce maniement-là complexe, cette compréhension-là des trucs les plus importants, que je suis aussi capable de m'adapter à toutes les armes. Ce qui veut dire que la réponse qu'on essaie de créer avec la scrimmicide va être viable qu'on fasse de l'épée de main européenne du 13e siècle, de la rapière, ou de la basket hilt, ou de l'épée longue, ou de la lance, bien que les personnalités de chaque arme, leurs différents attributs, vont bien sûr influencer ça. Mais en comprenant bien ces concepts-là, je peux m'ajuster avec l'équipement que j'ai entre les mains et je peux m'ajuster à mon adversaire et à l'équipement qui est entre les mains. De plus, il faut se rappeler que la plupart des gens qui ont créé des systèmes l'ont fait dans l'idée de se dire: OK, les gens contre qui je me bats font ça, j'ai l'expérience que c'est ça qui se produit, donc je vais créer des réponses contre eux. Ils faisaient exactement la même chose. Puis nous, notre objectif, c'est de faire cette recherche-là en se plongeant dans cette idée-là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en plus, grâce au AMHE qui croit beaucoup, on est capable de se confronter à plusieurs systèmes historiques qui ont existé. Fait qu'on peut se mettre un peu dans la peau de quelqu'un qui évoluait dans le même contexte, de comment je pourrais battre ces systèmes-là puis développer des bonnes réponses. Au même titre que je me mets dans la peau de quelqu'un qui essaye de développer un mécanisme de combat qui va fonctionner contre ce que je ne sais pas encore que je peux me faire faire. Parce que la réalité, c'est qu'encore une fois, je l'ai dit un peu plus tôt, mais face à l'inconnu, on est généralement des débutants. Mais si on n'a plus d'inconnu parce qu'on comprend ce qui régit le maniement des armes, on est beaucoup plus en sécurité face à des techniques ou des actions surprenantes. On est beaucoup plus prêt parce que notre système le prévoit et notre expérience le prévoit. Un autre élément sur lequel on veut beaucoup travailler, puis ça c'est sûr que les outils d'entraînement modernes le permettent, ce que nos ancêtres n'avaient pas nécessairement la possibilité d'exploiter, c'est le réalisme. On croit beaucoup en scrimmicide que pour te préparer comme combattant à une bonne approche, à une bonne capacité de survivre à un duel ou à une mêlée, c'est que ton entraînement t'expose à ce qui pourrait se passer vraiment. Beaucoup de systèmes de règles, mettons, on va le voir dans des compétitions, vont devenir très sportifs où ils vont dire: bon, on n'aime pas ça la W, c'est vraiment pas idéal, c'est pas de la belle escrime, fait qu'à la place, on va pénaliser les combattants puis les empêcher de faire des W, ou on va pas donner de points pour ça, ou on va refaire la passe, etc., etc. Puis oui, ces systèmes-là ont toutes des mécaniques qui peuvent encourager de ne pas se battre en W, mais la réalité, c'est que nous, en scrimmicide, on va beaucoup plus être dans une approche de se dire: si ça devait se passer, ça devrait se passer. Parce que si on se bat juste à plus faire de W, puis qu'il n'y a plus personne qui peut nous en faire, ben, ce qui arrive, c'est qu'en fait, on écarte un élément incontrôlable du combat, c'est-à-dire le fait que l'adversaire peut se faire de quoi de stupide ou peut faire consciemment le choix de faire une action qui n'est pas optimale pour sa survie, mais pour d'autres raisons. Dans un vrai combat, on prend des adversaires justement qui sont très courageux puis ils vont accepter de mourir pour le devoir d'emporter leur adversaire en les blessant gravement avec une action qui n'est pas optimale pour leur survie. Ou on prend des adversaires pas assez compétents qui réalisent pas ça ou qui sont trop dans la furie du moment de le faire, ou des adversaires qui sont drogués ou terrorisés ou peu importe. Donc, il y a des gens qui vont se battre sans prioriser autant leur sécurité, même si c'est pas l'idéal, puis que probablement que la majorité des gens faisaient plus attention que ça. Puis d'écarter des trucs comme la WWE, c'est pas idéal. Une autre chose qui peut se passer, qui est quand même plus commune qu'on aime souvent le croire, c'est que c'est bien rare qu'un combat s'arrête au premier coup. Fort probable que si je frappe un adversaire dans le ventre ou dans la hanche, dans un coude ou dans la cuisse, qu'il finisse son attaque. Puis souvent, les AMH ont ça d'intéressant par rapport à l'escrime olympique, c'est qu'il y a le coup de retour qui est permis.
Mais souvent encore là, on considère en scrimmage que le coup de retour est trop court. Il y a des cas où quelqu'un pourrait se battre pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes après une blessure. Il y a quand même plusieurs textes et plusieurs histoires qui nous le démontrent, même dans notre réalité récente, parce qu'on voit des gens subir des blessures vraiment graves puis continuer à se battre. Il y a des soldats durant la Deuxième Guerre mondiale qui ont été touchés par des armes beaucoup plus dévastatrices que ce qu'on avait à l'époque, puis qui ont continué à combattre. Il y a des gens qui ont été poignardés, puis ils ont fini leur combat, ils ont gagné avant de réaliser qu'ils étaient blessés, voire même mortellement blessés. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas prendre pour acquis que notre adversaire est vaincu lorsqu'on le touche. Fait qu'en ce ici, on a une grosse recherche de faire un système où on se dit, ton objectif comme combattant, c'est de toucher, contrôler assez l'adversaire pour ne pas être touché en retour, et te mettre en sécurité ensuite pour déterminer la suite des choses. Fait que nous, par exemple, on a une règle du 3 secondes et un pas max. Pourquoi? Ben, cette règle-là, ce qu'elle vient faire, c'est dire je vais te frapper, mais tu as encore 3 secondes pour placer autant de coups que tu veux pour me toucher. Mais tu as un pas max pour dire si j'ai réussi à fuir en dehors de ce pas-là que tu peux faire pour me poursuivre, ben probablement que dans la vraie vie, je me serais mis assez en sécurité que là, je pourrais dire ok, es-tu mort, es-tu encore combatif ou pas? Mais en faisant cette sécurité-là, je peux continuer à affronter. Inversement, en ayant une saisie, un contrôle, un désarmement, ben, si mon adversaire n'est pas mort, ben, je peux continuer à le frapper jusqu'à ce qu'il meure. Fait on apprend à nos combattants par des règles qui encouragent ce qui se passerait dans la vraie vie à se battre en prenant en considération que ça pourrait vraiment dégénérer gravement. Fait qu'il y a bien des techniques qui sont bien cool, qu'on frappe l'adversaire, mais la réalité, l'adversaire nous en frappe par tour. Peut-être que ça aurait été suffisant, peut-être que ce coup-là à la tête l'aurait paralysé immédiatement. Mais il y a bien des causes qu'on sait que c'est pas vrai. Et donc, on préfère dire fais ton action, puis mets-toi en sécurité. Puis si tu te fais de charteau, peut-être que tu aurais été chanceux en vraie vie et que l'adversaire n'aurait pas été capable. Mais si tu te fais pas de charteau, je suis certain, tu sais que l'adversaire dans la vraie vie n'aurait pas pu te charteau. Puis s'il était mort, ben tant mieux. Puis s'il l'était pas, tu pourrais continuer à te battre. Pour finir, la scrimicie s'intéresse à développer un système dans lequel un combattant va être capable de s'adapter sous pression, peu importe l'arme, peu importe l'adversaire, puis peu importe le style de technique que ses adversaires utilisent, parce qu'il va être capable de comprendre ce qui se passe puis de le faire. Ultimement, je pense avec beaucoup de conviction que si je suis capable de frapper mon adversaire puis que celui-ci n'est jamais capable de me toucher retour, ce qui est un idéal difficile à atteindre, mais qui est quand même l'idéal, ben, en développant une approche qui me permet de faire ça, je ne peux pas avoir tort. Parce que si je touche mon adversaire, même si c'est des blessures superficielles, que c'est pas aussi idéal qu'on aimerait, je vais toujours être la personne qui va être en domination dans le combat. Puis si un système me permet de faire ça, c'est signe que c'est un bon système. Puis c'est le focus que tout le monde aurait dû avoir à l'époque où sa vie est en danger. Puis qu'il devait développer une mécanique et des habitudes, des entraînements, des réflexes pour pas que ça arrive. Ultimement, si la scrimicie n'avait pas un focus historique, ben, on pourrait dire ah ben on donne des cours de sable laser parce que c'est plus à la mode de ce temps-ci puis que c'est flashy. La réalité, c'est qu'on s'intéresse au contexte historique, mais bien entendu, notre expertise allant dans le fait de comment développer un système pour gagner un combat, on pourrait quand même à partir de là entraîner des gens qui veulent faire du sable laser, qui veulent faire du GN, parce que comprenant les fondements du duel, les fondements du maniement des armes, on peut aisément se permettre de développer des trucs ou de les adapter à nos adversaires en conséquence. Merci d'avoir visualisé notre vidéo. On rajoute une petite portion sur le fait qu'on a un Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est 5 tiers d'abonnement qui te permettent d'avoir des vidéos exclusives en avance, d'avoir nos propres cours, une évaluation de fin d'année pour savoir ce que tu en trouves ou ce qu'on te donne des commentaires personnalisés. Même du coaching jusqu'à un certain point si tu t'inscris dans les niveaux les plus hauts. Fait qu'on te coach en privé avec des vidéos que tu nous envoies mensuellement et des commentaires qu'on fait sur ce que tu fais. Puis dans les plus hauts niveaux, on rajoute même le fait d'avoir un intensif. Fait que tu te retrouves à avoir une formation d'une valeur d'environ 400$ à la fin d'une année d'abonnement pour beaucoup moins que ça. J'espère que tu vas nous rejoindre et qu'on va pouvoir avoir du fun ensemble pour aller encore plus loin que nos vidéos sur YouTube. Salut!